Bonjour. Alors c'est relativement interactif comme présentation, tant que je suis debout en fait. Je peux vous voir tout ça, je peux discuter. Eh bonjour Anthony. Et bonjour aussi, salut. Et globalement en fait après quand je suis en train de regarder ma machine, je peux plus vous voir et je sais pas si vous me suivez ou pas. Donc j'ai besoin que vous fassiez du bruit pour indiquer si vous êtes accro, si vous êtes content ou pas. Donc globalement, si je dis quelque chose qui vous plaît dans l'ensemble, quel bruit vous allez choisir de faire ce soir? Ouais, c'est cool. Si je dis quelque chose qui vous rend perplexe. Connard. En général, on est sur des onomatopées. Connard, carrément, ouais. Si t'es vraiment pas d'accord, tu vas faire quoi du coup? Je suis pas d'ici pour souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir. Et si je vais trop vite? C'est pas mal ça. Tous ensemble? D'accord. Et quand vous êtes contents, tous ensemble? Quand vous n'êtes pas contents, tous ensemble? Quand vous n'êtes pas trop sûr, ça vous paraît chelou ce que je raconte? C'est pas mal, ok. Du coup, on va parler de React Native aujourd'hui. Je vais faire pas mal de points sur pourquoi on parle de React Native, à quoi ça sert, c'est quoi les idées qu'il faut jeter rapidement. Dans l'ensemble, à la base, c'est une présentation où il y a 20 minutes de slides et 20 minutes de code. Mais comme je ne l'ai pas donné pendant un certain temps, mon code il marche plus très bien. Donc j'ai rajouté des slides. Oula. On parlera de pourquoi le code ne marche plus au bout de 3 mois. Vous pouvez aller sur l'URL en haut et mettre des mots là-dedans. Il y a déjà 4 personnes qui ont répondu à bonjour. Et il y a une dizaine de personnes qui sont dedans. Et je pense que ce sera capté aussi. Alors c'est pas modéré et j'ai pas la possibilité de rajouter des modérateurs. Je compte sur vous pour être auto-modéré, autodiscipliné. Hein. Il y a des gens sur Internet aussi. Si les gens sur Internet s'y mettent, on est mort. Alors, moi je m'appelle Damien. Ça swag. Alors j'ai fait beaucoup de développement mobile en fait pendant très longtemps. J'ai fait du dev Android principalement et j'ai fait beaucoup de dev iOS. Et c'est que après avoir mangé du dev natif pendant longtemps et avoir détesté en fait tout ce qui se passe sur le web, etc. pendant longtemps, oui, pour moi un browser c'est sale. Il se passe des choses sales dedans. Est-ce que vous pensez que le JavaScript c'est sale? Non. Ça va être intéressant. Voilà, donc du coup j'ai bossé par exemple sur des grosses applis comme Ocean Drive sur iOS. On a fait des belles grosses refontes. Ensuite j'ai bossé en freelance, j'ai bossé en indep, j'ai bossé dans des startups comme une autre boîte qui s'appelait Trip'nDrive et qui a fermé aujourd'hui. Et depuis j'ai monté WeLoveDevs.com qui était avant connu comme jechercheundev.fr. Et globalement ce qu'on essaie de faire sur ce qu'on fait tous les jours, on a accompagné plus de 2000 développeurs dans cette démarche, c'est d'essayer de vous permettre de trouver facilement un job qui vous intéresse. De sortir en fait de cette boucle où vous pensez que tous les jobs autour de vous c'est peut-être les mêmes jobs pourris. Parce qu'en fait globalement on se rend compte que 70% des développeurs n'étaient pas heureux de se lever le lundi matin pour aller au taf, alors qu'il y a des tafs super intéressants à côté d'eux, mais probablement que le patron n'a pas énormément de pognon pour en parler et faire la marque employeur. Et donc on a essayé de faire un truc super simple. C'est pour ça que par exemple toutes les entreprises postent gratuitement des annonces chez nous. Est-ce que c'est cool? Voilà. Donc c'est assez simple. Alors, il y a un takeaway aujourd'hui que vous allez trouver rapidement si vous vous connectez sur le Bcast. C'est une appli de démo. Alors, de mémoire, la dernière fois que les gens l'ont téléchargée sur le Play Store, elle ne marchait pas bien non plus. Mais il fallait la republier aujourd'hui et j'ai fait un yarn install, ça ne marchait pas, donc je n'ai pas republié. Mais dans l'ensemble, ça va vous permettre de voir, en fait, de toucher. Ce qui est assez important, si vous voulez, quand on compare rapidement Ionic et React Native, ce qui est important, c'est le look and feel. Le look and feel de React Native, il démonte complètement le look and feel de Ionic. Même si... Ouais. Je reviens plus tard là-dessus. Hein, sur PhoneGap et Ionic. Alors, c'est quoi le problème qu'on veut régler avec React Native? Alors déjà, le premier truc qu'on déteste, c'est les WebViews. Les WebViews, c'est pire que des browsers. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Et alors, quand vous êtes utilisateur d'applications mobiles, vous détestez les WebViews qu'il y a dans les applications mobiles. À chaque fois, vous passez d'un look and feel natif à un look and feel dégueulasse. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Il y a des gens qui font des WebViews dans la salle. Hein. Toi, t'as fait des WebViews là? Moi, je développe avec ça. Avec ça? Ouais. Avec des WebViews? Bah, je fais du Cordova et de la Ionic. Donc c'est pour ça que je suis là, pour changer un peu. Non, mais il n'y a pas de mal, on ne juge pas. De toute façon, tant que le code il est en prod et il marche, et qu'il y a des utilisateurs qui l'utilisent et qui sont contents, c'est du bon code. On est d'accord? Après, s'il pète demain, c'est que c'était peut-être pas du bon code. C'est le gros débat. Et du coup, c'est à ce moment-là que peut-être Ionic a un avantage sur React Native.
Bah, tant que c'est prodé sur le mobile, c'est comme ça, un système embarqué, il ne s'arrête pas de marcher du jour au lendemain. Ce qui est assez fun, par exemple, dans les applis e-commerce, vous pourrez le remarquer, c'est que 90% des tunnels de checkout se font dans les WebView. Pour des raisons d'intégration, parce que si le tunnel de checkout il tombe, on ne veut pas être bloqué par les publications d'Apple. Parce que si on veut tuer tous les credentials de sécurité, on ne veut pas avoir republié l'appli. Pour plein de bonnes raisons, c'est tout le temps dans les WebView. Et toutes ces bonnes raisons-là, en fait, on va pouvoir le faire avec React Native. Parce qu'on peut charger son code à distance sur React Native, comme on le fait avec une WebView aujourd'hui. D'accord ? Et c'est assez ouf quand on a une expérience retail, c'est-à-dire que vous êtes sur une appli e-commerce, vous avez une super navigation, etc. Et paf, tu vas pour payer, et là tu te retrouves dans un tunnel fait par Worldline et tu comprends pas quoi. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça à peu près ? Est-ce que vous dépensez de l'argent sur le mobile ? Ouais, c'est quand même ouf, hein, parce qu'Alibaba, ils ont fait genre 70% de leur chiffre d'affaires sur mobile pendant le single day. C'est énorme. Et nous, pourtant, on le fait pas. En France, du coup, je pense qu'en fait, c'est parce que nos tunnels de checkout sont moches. Je pense, honnêtement, c'est sûr, et parce qu'on a des CB et qu'on a peur. Alors qu'il y a des pays où ils n'ont pas de CB, du coup, c'est comme payer par SMS. Voilà. Alors, JavaScript, c'est sale. Bravo, super commentaire. Qui a mis ça ? Alors, il y a un truc que je déteste aussi sur le mobile, comme j'ai fait de l'Android et de l'iOS. Il est arrivé plein de fois que j'ai à maintenir l'appli sur iOS et sur Android. Alors, je me tape une feature et ensuite je la refais. Alors, quand c'est une belle feature, etc., c'est cool. Mais alors, quand c'est des features du genre changer le mot de passe, vite fait, ça saoule. Il y a plein de features qu'on se retape 2 fois et qui servent à rien et c'est moche. Et c'est pour ça que les slides que j'ai rajoutés aujourd'hui, c'est des use cases qui sont présentés par Instagram. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a un truc qu'on n'aime pas faire non plus encore. C'est le JavaScript, tout court. Ça, c'est le bouquin JavaScript, les bonnes parties. Moi, avant de me remettre dans le JavaScript moderne, je pensais que le JavaScript c'était dégueulasse, ça pétait tout le temps en prod, etc., que ça marchait pas, que c'était mal supporté par les browsers. Et puis après, j'ai découvert Babel et tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, le JavaScript moderne, avec ES7, en fait, c'est plutôt cool. Et alors voilà, en fait, quand on est développeur Android, on nous parle toujours de la fragmentation, de la fragmentation, de la fragmentation. Et après, en fait, quand on va sur le web, on se rend compte qu'un préfixe browser, c'est un préfixe browser, c'est dégueulasse, que JavaScript, il y a des méthodes qui sont supportées dans certains navigateurs que d'autres, que rien que sur Node, c'est fragmenté en fonction des versions. En fait, la fragmentation du monde du web, elle est beaucoup plus horrible que la fragmentation des écrans sur Android. Si, clairement. Là-dessus, on a un nombre de versions limité à 1 par an, alors que vous avez déjà 3 browsers en simultané, avec des tailles d'écran qui sont variables de 0 à infini, quoi. Alors que nous, à peu près, on n'a jamais fait des trucs plus grands que 50 pouces. Ouais, et c'est rare. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu... C'est quoi votre réaction, là, spontanément ? Alors, qui aime faire des choses dans le browser ? Voilà, il y a 2 personnes à peu près qui ont spontanément réagi. Faire des choses dans le browser, c'est une phrase très sympa. Mais en vrai, le JavaScript moderne, c'est plutôt bien, et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire des choses cool. Oh non, tous les emojis, ils bougent plus. C'est cool. Ah, je suis affreusement triste. Non, je viens de le voir spontanément. En fait, normalement, c'est des parties parottes et ils bougent, ils font la tête comme ça tout le temps. Tu vas faire JavaScript. Comment ? Mais non, mais en vrai, ouais, on a la présentation dans un browser, et à ce qui paraît, l'outil il a été fait avec Vue.js. Et c'est marrant de faire une présentation sur React Native avec un outil qui est fait avec Vue.js. Moi, je trouve ça drôle. En tout cas, ça me fait rire. J'ai mis un gros donut à ce moment-là. Alors oui, du coup, le gif, là aussi, il est mort. Ouais. Putain, mais non, parce que c'est Homer qui court après un gros nut. C'est pas... en fait, React Native, c'est surtout pas un framework pour que les gens qui font du web, ils fassent du mobile. D'accord ? C'est plus un framework pour que les gens du mobile et les gens du web, on arrive à bosser ensemble de manière assez efficace, à faire des trucs plutôt rapidement et plutôt bien. D'accord ? Donc si c'est pas l'approche de PhoneGap, c'est pas genre je sais faire du web donc je saurais faire du mobile. Ça sur React Native c'est faux, vous n'arriverez même pas à builder en fait. D'accord ? Est-ce que c'est cool ? Ouais. Cool. Et du coup on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Cordova, il a des défauts, il a des qualités, mais complètement on s'en fout quoi. Moi je n'y toucherai jamais de toute façon. Est-ce que c'est cool ? Oui. Ouais, si vous réagissez pas, je demande si c'est cool. On reste à peu près là-dessus tout le temps. Alors, le cross-platform, c'est toujours aussi pourri en fait. Globalement, faire du XAMPP, faire du Titanium, si c'est pour chier la même appli aux utilisateurs comme s'ils avaient la même expérience et le même usage de leur téléphone, c'est toujours une mauvaise approche. Et React Native, c'est pas fait pour ça non plus. D'accord ? On va faire plein de choses cool avec. Il y a la latence, ça casse le rythme, c'est ouf. En fait, globalement, React Native, c'est juste un outil qui est à peu près intéressant et à peu près facile à utiliser et que je pense que vous avez bien aimé.
Alors, c'est quoi la slide d'après? C'est quoi React Native? Est-ce que vous connaissez React déjà? Qui est développeur back-end dans la salle dans l'ensemble? J'arrive à voir à peu près. Les développeurs back-end qui n'ont jamais touché à React du coup? Jamais touché à React, ouais. Donc globalement, React, pour les gens qui restent avec la main levée, c'est globalement une grosse machine. On lui décrit en JavaScript l'interface qu'on veut et il le rend. Et il rend un DOM. Il y a une histoire de Shadow DOM et tout ça, mais en vrai, pour React Native, on s'en fout. D'accord? Ouais. Parce que, hey, il manque une slide entière. En fait, du coup, sur React Native, la chose qui change, c'est qu'on va décrire avec un script JS, encore une fois, et le moteur aussi à 60 fps, au lieu de rendre du DOM, il va rendre une interface, une UI native. D'accord? Donc ce moteur, il est implémenté nativement et il se bind sur votre script JS. Il remplace toute la logique du Shadow DOM et du browser de React classique. C'est cool? Tu fais une tête, c'est incroyable. Genre en mode, wow. Mais globalement, c'est ça. Et vous allez utiliser encore JSX pour décrire, mais du coup, une interface native. Donc la grosse différence entre un développeur web et un développeur mobile, c'est que nous, quand on utilise, je sais pas, un tableau ou une EaseView, un développeur web, il fait des divs. Quand on pose une image, un développeur web, il fait une div. Nous, on a des objets, eux, ils ont des divs. On a des text view, des edit text, il y a des inputs. Globalement, on a beaucoup plus de choses sur le mobile. Et alors, ce qui est intéressant dans l'interface, et on va revenir là-dessus, c'est que globalement, l'interface de React Native, c'est une autre API. Donc, quand vous utilisez Titanium ou Xamarin, vous avez en gros un wrapper au-dessus des deux SDK. Chaque fois, un wrapper au-dessus des deux SDK. Là, vous avez un autre SDK avec une API qui n'a rien à voir, ni avec l'API Android, ni avec l'API iOS. Ils essaient en général de sticker les trucs qui sont sur le web. Mais globalement, ils essaient de faire abstraction de la plateforme sur laquelle ça tourne. C'est cool? Et quand on réfléchit, c'est assez logique. Parce que React, c'est un framework qui sert à faire des vues. C'est pas un MVC. Et du coup, en fait, React Native, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il fait juste que de la vue. Il fait que le V du MVC. Ça vous paraît cohérent? React, c'est qu'un moteur de rendu. Il s'en fout complètement à la fin des bindings avec le téléphone et tout ça. C'est vite fait, donc globalement, cette partie-là. OK? Et en fait, vous allez pouvoir intégrer du natif à cet endroit-là partout. Alors, un composant React de manière one-on-one. Alors, ça devient de moins en moins utile de mettre cette slide. Mais un composant React, globalement, c'est un objet qui a une méthode render et on décrit avec du JSX. JSX n'est pas du HTML, JSX c'est du JavaScript, d'accord, qui est préprocessé. C'est une forme de langage préprocessé. Est-ce que c'est cool? Donc tout ça, en fait, on va le transformer ensuite en langage on a le code qui est efficace et il n'y aura plus de HTML dans le code. C'est cool? Voilà. Et Vue.js, ça ressemble à peu près à ça aussi. Hein, on se fout de notre gueule. Il y a un cycle de vie sur l'objet, donc on peut savoir quand est-ce qu'il se monte dans l'arborescence, on peut savoir quand est-ce qu'il reçoit des données, quand est-ce qu'il change d'état, et à chaque fois il finit toujours par faire un render et décrire une sortie. C'est cool? Oui, on peut court-circuiter le moteur. C'est pas le moment. Alors, on peut composer les composants les uns avec les autres, et ça c'est assez pratique. Donc on peut faire un composant et le mettre dans un autre composant, et les composants entre eux, ils se passent des états. Je ne sais pas la slide que je vais vous montrer à chaque fois avant, c'est très angoissant. Donc en fait, si vous voulez, à chaque fois, le composant il reçoit des props en entrée. Si vous voulez prendre l'approche fonctionnelle, un composant c'est un truc qui prend des props et qui render de lui. Et à chaque fois, il peut render un composant et mettre des props dedans encore. D'accord? C'est comme ça qu'on fait descendre les états. Et chaque composant, il garde son état jusqu'à ce qu'il se fasse démonter. C'est cool? Et des fois, il revient monter avec l'état d'avant. C'est la guerre. Les états, c'est pourri, on ne les utilise pas, c'est pas bien, faut pas utiliser les états, c'est bien pour bricoler, on n'utilise pas les états. Après, on utilise, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, ça c'est la slide qui manquait tout à l'heure. Ah non, je sais pas ce qu'elle fout là, c'est là, quoi ça? Voilà, ça c'était les deux slides de tout à l'heure qui vont ensemble. Du coup, j'ai quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de cool avec? Alors... Ça, c'est des use cases. Donc chez Instagram, ils ont établi plein de use cases, ils ont montré plein de use cases, c'est-à-dire qu'Instagram, c'est quand même des gens qui ont une appli qui a une expérience hyper neat. D'accord? Ça vous va à peu près comme notion? Vous aimez bien utiliser l'appli Instagram? Qui utilise l'appli Instagram dans la pièce? Non, il y a le mec derrière toi qui a levé la main aussi, pour que tu le saches, tu te sentes moins seul.
Globalement, par exemple, sur iOS et Instagram, c'est les premiers à avoir mis le Force Touch et à faire en sorte qu'il y ait des previews qui sortent. Tout ce qui peut vraiment donner une expérience. En fait, globalement, comme c'est une appli de photo, il faut que l'appli elle soit belle et qu'elle rende bien, déjà. Sinon, les gens, ils n'auront pas envie de mettre du beau contenu dessus. Et puis, de toute façon, c'est leur proposition de valeur, c'est-à-dire que quand tu fais du beau contenu, il sera plus beau chez eux. Et franchement, c'est le cœur de leur proposition de valeur, donc ils se font chier à faire des belles applis. Par contre, des fois, ils font des interfaces, genre la configuration des notifications à Instagram. Ça, on n'a pas besoin de faire des trucs hyper ouf. Et il y a plein de choses comme ça qui avant étaient intégrées avec des WebView. Donc typiquement, ça c'était fait avant avec des WebView. Et ils l'ont refait en React Native. Et ils étaient très contents. Parce qu'en plus, la traduction ici, elle était poussée depuis le serveur, elle n'était pas faite in-app. Donc c'était déjà pratique parce qu'on n'avait pas besoin de binder le lead item de l'appli et du React Native. C'est un truc assez chiant à faire. Ils ont fait des listes de vues. Alors la liste principale d'images que vous avez sur Instagram, elle n'est pas faite avec React Native. Mais par exemple, la liste des images que tu as sauvegardées dans telle feature machin chouette, elle est faite en React Native. Parce que c'est une feature qui n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée. Et ils avaient déjà fait un truc en React Native pour montrer des listes de vues, des listes de photos. Et donc ils l'ont repris, ils l'ont prodé tout de suite. Et ça marche sur iOS et sur Android tout de suite. Je sais pas, moi j'ai les slides d'après. Sans déconner. Les checkpoints, c'est donc plein d'endroits qui sont bloquants et qui te pop en modal. Donc par exemple, quand tu vas confirmer ton numéro de téléphone et qu'on t'envoie un code de sécurité. Ça, c'est une modale qui te pop et qui te bloque et c'est un checkpoint. C'est des trucs, j'aime bien la notion de checkpoint chez eux, c'est-à-dire que c'est les UI qui sont hyper importantes, mais que tu verras qu'une fois dans la vie d'utilisation de l'appli. C'est un peu comme le checkout dans 80% des SaaS, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée sur le SaaS, sur le checkout, parce qu'en fait, tu le vois qu'une fois. Après, normalement, tu n'y vas plus jamais. Contrairement au checkout sur les applis retail. Ça vous paraît évident ce que je raconte ou pas? Donc les checkpoints, c'est tous les trucs où ça vaut pas le coup d'y passer les plombs. Encore comme la saisie d'une CB, en vrai, il faut que ce soit bien, mais en même temps, le mec, il va le faire qu'une fois a priori, donc parce que tu vas la sauvegarder, on va pas se prendre la tête. Et donc là, ici, ils ont fait notamment, donc là, il y avait la confirmation du numéro de téléphone, il y avait un autre exemple qui était intéressant. Et ça, ils l'ont refait en React Native, et ils l'ont prodé assez rapidement. Alors, ils ont fait la promotion de posts dans Instagram. Donc Facebook fait aussi pas mal ça, c'est-à-dire que toutes les actions d'admin, par exemple sur un groupe, a priori, il n'y a que 10% d'utilisateurs qui vont l'utiliser. Et ils vont l'utiliser que dans 1% de leur session. Donc ça ne sert à rien de l'embarquer tout le temps dans l'appli. D'accord, ça va être un script React qui est sur le serveur. Et le moment où l'utilisateur il veut aller utiliser les fonctions d'édition ou d'administration d'un groupe, il va charger le script React et il va avoir le React Native et il va avoir le rendu. Mais le reste de l'appli est en natif. Vous voyez l'idée à peu près? C'est pas un checkpoint, mais on est encore sur de la feature en plus. Là, sur la promotion de poste, est-ce que ça marche quand je fais ça du coup? Ça ne le joue que chez moi. Vous voyez l'utilité du truc ou pas? Je me suis dit, tiens, on va faire un truc, on peut mettre des vidéos YouTube. Et alors voilà. Donc tout ça, en fait, là maintenant, le scroll qu'on a vu au début, c'est le moment où il va chercher le script JS, et paf, il nous fait le rendu de lui. Et il va pouvoir choisir, dépenser de l'argent, etc. Moi, je trouve ça cool parce que d'habitude, c'est le genre de truc qu'on fait soit dans des WebView, soit on y passe trop de temps, en fait. Vous voyez l'idée ou pas? Ça n'avait pas l'air traumatisé. Parce qu'en fait, quand c'est bien fait, ça se voit pas. Là, a priori, si je vous avais pas dit que c'était du React Native, vous n'auriez pas pensé que ça n'avait pas été fait en natif. C'est bizarre, hein? Ouais, la double négation, ouais. Double négation. Est-ce que vous êtes chaud là ou vous êtes où? Ok. Montre-nous la suite là, t'es convaincu. Du coup, en fait, il y a plein de choses là-dedans. Alors, il faut que je retrouve ma souris du coup. Hop là. Il y a plein de choses là-dedans. La modération de contenu, ça a été aussi fait avec du React Native parce que pareil, la modération de contenu, c'est une feature qui est utilisée que par certains utilisateurs. On n'a pas besoin de l'embarquer dans tout le monde. Et il l'utilise que de temps en temps quand il est pressé sur mobile. Les 3 quarts du temps, ça se fait sur l'ordinateur. Ok? Donc, on n'a pas passé beaucoup de temps, on l'a fait en React Native. Et enfin, les pubs de lead gen. Alors ça, ils étaient assez contents là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté la fonction de rémunérer en fait à la lead gen sur les ads. Et en fait, ils l'avaient jamais fait sur le web avant et ils l'avaient jamais fait sur mobile avant non plus. Donc ils l'ont fait directement pour la première fois et directement en React Native et ils ont essayé de s'amuser un petit peu plus et ils étaient très contents d'avoir fait ça. Est-ce que ça vous donne plus d'indices sur les use cases de React Native? Est-ce qu'on est d'accord que c'est des choses que tu n'aurais pas fait en PhoneGap? Non, t'es pas d'accord ou non, tu l'aurais pas fait en PhoneGap? Non, on les fait quand même, mais franchement, beaucoup plus de non-pub. Ouais. Ouais. Puis t'embarques une WebView dans l'appli? Ouais. Ouais. Ouais.
celui-là, c'est parce que je pense que c'est beaucoup plus rapide comme ça avec cette techno-là. Ouais. Parce que justement, c'est du natif derrière. Ouais. Parce que quand on fait par exemple des transitions sur Angular, on utilise des plugins qui vont en fait tricher et rendre la main en fait au système d'exploitation qui gère la transition avant de rendre la main en fait. Et après, on utilise tout un tas de techniques qui fait du protocole. Et est-ce que tu es obligé d'embarquer des WebViews dans l'application ou tu utilises les WebViews natives? On est obligé d'embarquer c'est une WebView qui est native. Ouais, bah non, mais c'est déjà vachement bien parce que du coup, quand tu as des bases d'installation sur les téléphones qui sont très larges, le problème quand tu utilises les WebViews natives, c'est que des fois il y a des effets de bord. Et donc si tu veux avoir c'est juste que la WebView elle se comporte pas correctement, tu peux pas tester genre la WebView Android du Galaxy S4, tu vois. Et elle est spécifique, elle existe que sur le Galaxy S4. Donc tu peux pas tester dessus et pourtant elle a plein de spécificités parce qu'il y a des préfixes navigateurs propres à celle-ci. Et donc du coup, en fait, on arrive des fois à embarquer une WebView dans l'appli, ce qui rajoute 20 à 40 mégas dans le poids de l'appli. Et ce qui devient un bordel. Mais au moins, l'appli, elle se comporte partout pareil. Bref, ça c'est ce qu'on fait sur PhoneGap. Parce que sur la captation, on n'aura pas ce que tu as dit. Mais voilà. Dans l'ensemble, c'est ça, c'est cool. Est-ce que tout le monde est encore là? Yes. Alors du coup, le final word de tout ça, c'est le fait qu'ils aient pu, par exemple, sur le post-promote, mettre 99% de code en commun sur Android et iOS. C'est-à-dire que les teams qui ont fait ces features-là, elles ont prodé 99% de code, c'est le même. Elles ont produit 99% de code, c'est le même. Le plus bas, c'est sur la command moderation, ils ont 85% de code qui est pas plateforme spécifique. Alors qu'avant, on pouvait passer 10 jours sur une feature comme ça sur iOS et sur Android. Là, ils ont passé 10 jours, voire peut-être 12-13 pour les adapter aux plateformes. Ou moins. Alors, ils n'ont pas dit combien de jours ils ont passé, ils ont juste fait des gros clocks sur les projets, et en nous expliquant qu'en fait, du coup, ils vont faire un bundle en React Native, le faire tourner, et le proder ensuite, embarquer dans les applis, ou le mettre sur le serveur qui les tire. Vous voyez à peu près l'idée? Chaque feature, c'est un bundle. On peut produire plein de bundles, comme ça, tac, 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 et ensuite les charger à la demande dans les applis, et ça marche. Et on peut faire du plateforme spécifique, c'est-à-dire que le contenu qui a été les features qui ont été produites par Instagram, vous n'avez pas l'impression qu'on nous chie la même interface sur iOS et sur Android. Vous avez quand même eu l'impression que l'interface sur les WebView, sur les screenshots sur iOS, elle est potable parce qu'elle est rendue pour iOS, et elle est potable sur Android parce qu'elle est rendue pour Android. Ça vous a paru évident, ça qu'on a eu ou pas? Qui fait du développement mobile en fait au quotidien? Ouais. Est-ce que d'habitude vous vous battez pour que sur Android on fasse pas la même UI que sur iOS? En général, ça dépend un petit peu du commanditaire. Mais au bout d'un moment, on arrive à le faire comprendre. Et donc, du coup, ce qui se passe ici, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir, c'est que le post-promote, par exemple, ben, du coup, on a réussi à rendre une UI qui est spécifique et qui casse pas les yeux aux utilisateurs d'Android parce que c'est l'iOS. Et pourtant, il n'y a qu'1% de code qui diffère. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Alors, si vous voulez vous mettre à React Native aujourd'hui en partant de rien, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, les deux choses qu'on a dit avant. Donc, le fait que React, c'est que le V de MVC. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de routeur, par exemple. Le routeur, vous allez l'embarquer, c'est un paquet à part. Même React Router sur le web, c'est pas forcément Facebook qui le maintient. Et il y en a d'autres. À chaque fois, j'ai l'impression que tu m'as tué. Mais non, vous pouvez par exemple utiliser des adaptations du routeur d'Angular sur React, si vous êtes assez fou. Angular 1, bien sûr. Personne n'a compris comment marchait le routeur d'Angular 2. Vous allez utiliser Redux aussi. Il y a d'autres choses que Redux, hein, globalement. Il y a Flux, mais j'ai l'impression que Flux, c'est le truc qu'utilisent principalement les Indiens sur Facebook. Mais a priori, les gens qui codent de manière assez sérieuse, ils utilisent Redux. Hein. Flux, globalement, c'est quand même un truc d'architecture qui est unidirectionnel, qui est beaucoup plus simple après à en prendre en main et à mettre en prod. Si je fais un projet du dimanche ou un side project, je vais peut-être le faire avec Flux. D'accord? Flux, c'est l'architecture, Redux, c'est l'implémentation simplifiée avec un seul store. Ah, il y a Flux et Redux et tu les transposes. Flux, c'est l'architecture, et donc Oui. une implémentation de base, mais tu en as plein d'autres, des implémentations, et Redux, c'est une des implémentations de Flux, et elle est simplifiée dans le sens où elle n'a qu'un store. Je te l'assure. Moi, Flux, la première fois que je l'ai vu, c'était sur React Native, et c'était vraiment un truc unidirectionnel. Flux, si tu veux, c'est comme si tu nous disais MVC, tu nous disais, ouais, donc en fait, il y a Angular MVC, et en fait, Angular, c'est le MVC. Non, MVC, c'est un pattern,
Et Angular, il y a une implémentation de ce Et pattern. t'es sûr qu'il n'y a pas, t'es sûr qu'il n'y a pas une implémentation, il y a pas un middleware Flux? Flux, c'est une architecture, Ouais. il y a différentes implémentations de cette architecture. Tu en as une par défaut qui a été faite, tu as Redux qui a été faite, tu en as Jobs qui ont été faites. Et du coup, Redux, c'est celle qui est restée comme la plus intéressante et la plus utilisée D'accord. par la majorité. Et les gens qui du coup utilisent le Flux pour React Native, ils utilisent quoi? L'implémentation par défaut fournie par. Il y a l'implémentation Flux par défaut. Ouais. Qui est légère. Qui est légère. Ouais. D'accord. Du coup, il y a une parenté entre les deux. Ah oui, elle est très forte. En fait, c'est Facebook. Facebook, en fait, ils avaient des problèmes. C'est quand ils voulaient faire des applications scalables et assez grosses, en fait, ils se rendaient compte qu'ils ne réussissaient plus à s'en sortir pour maintenir leur code. Et ça c'est arrivé avec un bug, tu sais, du nombre zombie. Ouais. La notation, où tu avais les notifications zombies. Ouais. En fait, ils ont dit, faut qu'on repense. Et donc, ils ont pensé la partie data flow avec Flux, en disant, bah voilà, on va tout repasser par des actions. Ouais. Et en même temps, ils ont fait Redux justement pour gérer les problématiques DOM et faire la diff, comme tu as dans Ouais. la vidéo. Tu fais un VDOM, D'accord. le truc est que render que le Du coup, tu ne seras pas du tout sur la captation. Mais Il la refera là-dedans. bon, alors, comparons l'implémentation Flux pour React Native et l'implémentation Redux pour React Native. Ce sont deux implémentations côte à côte et il y a une architecture Flux au début. Ouais. En haut, qui est parenté, Redux est plus spécifique et il y a une implémentation par défaut de Redux qui est de Flux, qui est Flux pour React Native. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'avec ça, les gens sur la captation vont s'en sortir? Ça ira. On est cool. Bref, si vous n'avez jamais vu Redux, ça pique un peu au début, mais après, c'est plutôt calme. Et on a l'esprit très serein et on est très content. D'accord? Oui, vous êtes d'accord avec ça? Super. Non, mais voilà. Non, mais je suis pas du tout tendu, je vais boire de l'eau. En fait, c'est bien parce que d'habitude, j'arrive pas à interagir avec les gens. Là, vous êtes très interactif. El Dictator Win. C'est son surnom. D'accord. Ah, c'est bien parce que du coup, t'es prof parce que là, j'ai l'impression d'être pris un cours. Oh, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école là, ça pique. En plus, je suis du mauvais côté. Tu sais. Alors, concernant le rythme de release, React Native est toujours pas en version majeure, pas en version release. D'accord? Donc il y a vraiment marqué dessus dangereux, ne pas toucher, à vos risques et périls, tout ça. Cela dit, Swift 1, c'était la version 1 et pourtant il nous a cassé la gueule tout le temps. Hein, Swift 2 a pété, Swift 2.1.2, c'était tout le temps des breaking change. Donc en vrai, quand on voit comment sont gérées les versions majeures dans Android et dans iOS, a priori React Native en fait est plutôt pas mal non plus. Alors par contre, ils ont un rythme de release cadencé, c'est-à-dire que toutes les semaines, ils font une pré-release et à la fin du mois, la pré-release qui est la dernière, elle passe en prod. C'est la nouvelle version mineure. Donc tous les mois, il y a une nouvelle version mineure. Globalement, quand vous voyez un paquet, vous voulez utiliser un paquet et que vous allez voir dans les issues qu'il y a un mec qui dit ça ne marche pas sur la version 0.48 et que vous êtes en 0.49, vous pouvez laisser tomber ce paquet, il va mourir. D'accord? Parce qu'en vrai, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que du coup, la communauté open source qui travaille autour de React Native, elle est relativement importante par rapport à React, où il y a quand même beaucoup plus de salariés de Facebook. Les gens, du coup, se motivent bien pour boucler les releases. Donc parfois un peu trop vite. Donc des fois, tu utilises la 0.49 au début du mois et en fait, elle n'est pas fraîche. Fallait pas y toucher. Il y a des fois où tu vas vouloir passer une version mineure. Les dépendances, en fait, elles n'auront pas suivi parce qu'il y a un truc qui leur plaisait pas dedans et les mainteneurs, ils veulent pas suivre. Et ils attendront la release d'après pour que ce soit fixé. Bon, au final, ça te fait qu'un mois où tu as sauté une version mineure. Plus tu as de dépendances, plus il y a des chances pour que tes dépendances, elles meurent. Parce que comme le rythme de release, il est cadencé, les mainteneurs qui sont pas forcément... qui ont une vie, hein, par exemple, ils vont peut-être arrêter de maintenir leur paquet parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la cadence et qu'il y a des choses qui ont changé et qui sont mortes. Ça vous paraît évident? Donc par exemple, tout ce qui est routeur, les routeurs comme il y a sur iOS, on a 8 navigation controllers et sur Android, on a un système complètement chelou avec des activités, des stacks et un truc, il faut un bac+5 pour comprendre et encore. Il n'y a pas de routeur, enfin le premier routeur qu'on avait fait, qu'il y a eu sur React Native, il était hyper simple et il ne permettait pas de rendre une expérience qui correspondait à ce qu'on attend sur mobile. Et ils ont mis pendant très longtemps un truc qui s'appelle Navigation Expérimental,
qui est un espèce de navigateur un peu plus haut niveau, mais qui porte super bien son nom, c'est-à-dire que les mecs sont hyper ok sur le fait qu'ils vont faire des breaking change et qu'ils ne savent pas trop à quoi quelle tête aura le truc final. Et au final, tout le monde utilise une dépendance ou une librairie pour son navigateur, et donc techniquement, mes démos à moi, oh, c'est sale. Mes démos à moi, elles marchent plus aujourd'hui parce que le mec qui faisait le navigateur que j'utilise, il a décidé de ne pas passer à la 0.48. Ça l'a franchement fait chier, il a laissé tomber. Et donc le navigateur que j'utilisais, il marche plus. Je suis un peu vénère. Et j'ai pas mis à jour toutes mes démos et changé le navigateur dedans aujourd'hui, parce que j'ai bossé que 2 heures sur les démos. D'accord ? Du coup, si vous allez voir le code que j'ai mis sur GitHub, surtout n'utilisez pas le même navigateur. Alors, il y a un navigateur qui est proposé par Airbnb et qui est très populaire en ce moment. Mais même Airbnb dit qu'il est dangereux, qu'il va bouger, il ne faut pas le toucher et tout ça. Mais la majorité des gens l'utilisent parce que c'est franchement ce qu'il y a de mieux en ce moment. Est-ce que c'est cool ? Ça vous donne une vision à peu près potable de l'écosystème normalement. Ça bouge, mais au moins on ne s'ennuie pas. Et l'appli que j'ai prodée au mois de janvier, j'ai fait aucun travail de maintenance, elle est toujours en prod et elle marche. Par contre, si on me demande de faire une modification mineure dedans, je ne ferai pas une montée de version sur React Native dessus. C'est juste une très mauvaise idée. Oui. Pour les développements justement pour des professionnels, il y Ouais. a une version LTS, il y a quelque chose de stable Non, il n'y a pas de LTS, non. mais à chaque fois, on ne peut pas savoir en fait si on va faire des breaking changes à chaque changement en fait. Ouais, il y aura des breaking changes tous les mois. Voilà, non mais c'est ça, c'est l'idée. Il y a et il y en aura tous les mois. En même temps, qui a mis en prod du Swift 1 ici? Voilà, du Swift 2, du Swift 2.1, 2.2, 2.3 et du Swift 3. Vous prodez vraiment de l'objectif C ou personne ne prod d'iOS? D'accord, ça m'a rassure, j'ai eu peur. Mais non, mais globalement, en fait, Swift, c'est quand même la version 3. On en met en prod depuis 2-3 ans maintenant. Moi, j'en avais mis en prod avant la version 1. Et de toute façon, ils ont breaking change dans tous les sens. Les API d'Android, elles sont pas trop breaking, mais les API de Play Services, elles sont breaking tout le temps. Donc, sur mobile, globalement, on a toujours eu du breaking, même si, en gros, si tu veux, les autres frameworks vont avoir une politique de « ouais, on va pas breaker », mais en fait, ils break. Et là, ils sont honnêtes directement, ils disent non, on va breaker. C'est quand tu vois les changements qu'il y a eu entre 2.1 2.2 de Swift et entre 2.1 2.2, c'était des versions mineures et pourtant il y a des breaking changes qui étaient énormes. Ça a foutu mon code en l'air. Je pense qu'il y a une boîte où je suis parti, j'ai laissé du 2.1 alors que 2.3 était dispo. Globalement, React Native, c'est pas si pire. Après, par rapport à PhoneGap, je ne me rends pas compte. C'est cool ? Bon, on passe à la suite. Alors, si vous faites du web, vous allez être content parce que, en fait, l'UI framework, c'est Flexbox. Voilà. Vous aimez Flexbox ou pas? Il y a une différence, c'est que, alors, je me plante tout le temps, du coup. Par défaut, les conteneurs, ils sont en RAW sur le web. C'est ça? RAW, c'est-à-dire que ça va à l'horizontale? Non, c'est l'inverse. C'est colonne sur le web et row en React. D'accord, mais RAW, ça va vers le bas, du coup. Row, c'est comme ça, et colonne. Non, c'est ça. Déjà, en fait, je sais pas, jamais. Pour moi, row et colonne, c'est pas évident, c'est horizontal et vertical, quoi. Pour moi, ça me perturbe beaucoup, tu vois. Genre, pourquoi row, ça fait. Enfin, ça me perturbe. Donc, du coup, c'est l'inverse du web. C'est-à-dire que si ça s'alignait horizontalement sur le web, ça s'alignera par défaut verticalement sur mobile. C'est cool? C'est à peu près cohérent jusque-là. Du coup, par exemple, au mois de janvier, j'ai livré une appli React Native First. J'ai pas fait l'intégration, alors que l'intégration, c'est sur lequel je passe 90% du temps quand je fais du mobile natif. Là, j'ai pu prendre un intégrateur qui faisait du Flexbox sur le web et qui connaissait mieux que moi le truc, et qui a fait le truc, un truc où j'aurais passé 10 jours à le faire sur du natif, il l'a fait en 2 jours. C'est très frustrant quand tu sais pas faire de web et que les mecs font ce que tu fais trop vite. Vous avez utilisé Buck. Buck, c'est globalement l'équivalent de Yarn pour Gradle, c'est-à-dire que Facebook a dit que Gradle c'était moche et l'a wrappé, où on a fait une meilleure interface. Il y a des caches un peu partout, mais Gradle avait déjà des caches, mais Gradle était devenu lent. Et donc vous avez utilisé Buck pour builder. Mais c'est transparent et ça fait pas mal. Ça va? Si vous n'utilisez pas Gradle avant, ça ne vous piquera pas. Code Push est très connu aussi. Donc ça, Code Push, c'est la solution de Microsoft pour gérer les versions et gérer la version à distance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un script JS embarqué dans votre appli que vous avez prodé sur le store, donc l'utilisateur va déjà l'avoir,
ou vous pouvez ne pas en avoir un. Il va avoir une version et il va être comparé avec la version du serveur qui est à distance, et donc vous pouvez mettre en prod le serveur sur code push, la dernière version de votre script, et le SDK code push s'occupe de le maintenir et de le garder. C'est cool? Effectivement, on peut faire ça soi-même avec un serveur FTP et des trucs, etc. Le code push, c'est le truc qui marche tout seul, et quand tu es développeur mobile et que tu connais rien en back-end, c'est pratique. C'est cool? On va pouvoir utiliser Flow. Flow, c'est très cool. Flow, c'est pas par défaut aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à faire du React Native, il y avait encore des prop types. Bah, ils sont toujours. Bah, plus dans React 16. Elles sont plus dans la librairie directe. Elles sont dans React Props chez Ouais. le côté. Il y a des gens qui se font chier à rajouter la dépendance? Ouais. Ouais. Je sais pas. Nous, on a préféré virer les prop types. Pareil. Ok. Du coup, en vrai, donc React 16 a arrêté de supporter les prop types. Et du coup, si vous voulez sécuriser les entrées-sorties de vos composants, ça se fait avec Flow. Et Flow, c'est très bien. Et si vous utilisez Atom avec Nuclid, vous avez votre live check de Flow et vous êtes très heureux. Est-ce que vous voyez à peu près ce que fait Flow? Donc, il y a un truc dans la compilation qu'on appelle l'analyse statique. C'est le truc qui vous dit tes types, ils sont tout flingués, ça va pas bien, tu vas avoir des bugs au runtime. Pour ça, vous voyez l'idée ou pas? Attends, il est là, il me regarde, dis une connerie, je te défonce. Donc globalement, en fait, Flow va vous faire une partie de l'analyse statique, mais sur votre code au début. Et l'avantage de Flow, c'est qu'il fait de l'inférence de type. Donc vous n'êtes pas obligé de typer toutes vos entrées-sorties de méthodes, etc. Il va arriver à deviner un minimum par inférence. Est-ce que c'est cool? Et donc vous avez une couverture Flow en temps réel. Alors il y a des nouvelles choses tous les jours, ça je vous l'ai dit. Donc par exemple, il y a ReactXP. Alors c'était intéressant de ReactXP, c'est-à-dire que Microsoft a sorti un framework pour faire une appli web et une appli React Native, de faire une appli React et une appli React Native d'un coup. Ça paraît spontanément être une mauvaise idée, comme les serveurs fast chez Oracle, pour ceux qui connaissent. Vous connaissez les serveurs fast ou pas? C'est un seul fichier, tu décris une interface saute et une interface reste. Ouais, ça fait stresser. Alors, par exemple, le composant de map qu'il y a dans React Native, quand vous allez sur la doc du composant de map de React Native, il y a marqué arrêtez de l'utiliser, utilisez la dépendance de Airbnb, elle est bien mieux. C'est React Native Maps. Et ils ont raison. En vrai, une fois, j'ai essayé de faire une démo en live avec la dépendance de React Native et c'est sur YouTube et j'ai honte, ça ne marche pas. Et il y a Native Navigation qui est proposé par Airbnb qui est très cool et c'est super intéressant de voir que Airbnb commit énormément sur React Native, qu'il n'y a pas que Facebook qui s'en occupe. Et vous pouvez utiliser JS Coach pour détecter les dépendances pourries et ou plus maintenues. Ça se voit très vite, elles sont plus téléchargées du jour au lendemain et le graphe se casse la tronche. JS Coach globalement c'est très opinionated, le mec il met que ce qui lui plaît et c'est très univers React. Vous ne trouverez pas forcément Angular quoi, hein. Genre la lib Angular il n'y est pas du tout. Ouais. Non, si, il y a des trucs d'Angular, mais qui marchent avec React, et c'est expliqué du coup. Mais il y a quand même des trucs. Donc globalement, c'est principalement React, React Native et des choses comme Browserify, etc. Et ça vous permet de faire le tri dans un écosystème qui bouge beaucoup et de voir rapidement. Parce que je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez fait du Node une fois et vous vous êtes rendu compte que vous avez essayé un paquet Node et puis en fait c'était de la merde, vous l'avez jeté, vous en avez essayé un autre, c'était de la merde, vous avez fini par le faire à la main. Voilà. On a tous connu ça. Et donc ça, pour ne pas le faire en React ou sur le front, on peut utiliser JS Coach et c'est très cool. Ok? Alors, l'environnement dans lequel vous avez codé, il est relativement simple. Vous avez votre appli native, qui est le gros conteneur marron. Vous avez vos assets dans l'appli native, et il y a le bundle.js que vous allez pouvoir embarquer en production. D'accord? Et l'instance React, c'est le moteur qui va faire le rendu. Vous avez votre packager que vous lancez avec React Native Start, qui va exposer les bundles.js au fur et à mesure et les recharger avec Watchman, etc. D'accord? Quand vous buildez Buck ou Gradle ou le truc qui build ou Xcode Tools, il va aller demander au React Packager la dernière version du script et il va l'embarquer. Et vous l'emmenez en prod avec vous. D'accord? Et quand vous êtes en dev, vous allez vous brancher directement sur le serveur et ça va fonctionner. Alors aujourd'hui, on peut utiliser Expo qui fait tout ça sous le coude et vous ne le voyez presque pas. Par contre, c'est vrai que si vous installez React Native dans un projet existant, comme je l'ai montré sur les use cases d'Instagram, ça ne marchera pas. D'accord? Vous ferez npm start et ça va démarrer le packager et ça va exposer les bundles.js et votre appli va les refresh en permanence via ADB, via Xcode, tout ça. C'est cool? ADB, ça parle à beaucoup de gens dans la pièce ou pas?
Ok. Non, parce que vous réagissez pas, mais en fait, c'est parce que c'est pas important. Alors, pour synthétiser tout ça, il n'y a l'API de React Native, elle est différente de l'API qu'on trouve dans Android et iOS. Donc, par exemple, pour les communications web HTTP, ils ont intégré directement Fetch, qui vient du web et qui n'est pas partout dans les navigateurs, mais là, c'est directement Fetch, plutôt que de reprendre les interfaces d'iOS ou d'Android qui sont toutes les deux moches. Alors, sur Android, personne n'utilise l'interface d'Android, on utilise tout ce qui est chose d'autre par-dessus, genre OK HTTP, des choses comme ça. C'est plutôt iOS first dans l'ensemble. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez faire vos premiers rendus, les rendus sur iOS sont toujours plus beaux en premier. Et si vous utilisez des composants, c'est possible que. En fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est vachement simple de bosser dans le simulateur iOS, il y a énormément de dépendances qui sont construites dans le simulateur iOS et qui sont moins bien testées sur Android. Et de manière générale, sur Android, comme il y a plus de fragmentation, c'est vrai que les dépendances ou les composants, en général, ils sont moins stables sur Android. Et en général, même nous, dans notre process de développement, on utilise principalement le debugger, le simulateur d'iOS, parce qu'il va plus vite, il est plus cool, il est plus agréable. Et du coup, en fait, à la fin, on se rend compte que sur Android, en fait, c'est dégueulasse. D'accord? Donc n'oubliez pas de tester sur Android une fois par jour. C'est déjà pas mal. C'est pas la release encore 1.0, mais c'est pas grave. C'est juste, il faut le savoir en commençant. Si vous faites un projet de 20 jours ou de 30 jours et que c'est une petite feature et qu'elle sera peut-être plus en prod d'ici 3 mois, React Native, ça fait très bien le taf. D'accord? Est-ce que c'est cool? Et le use case des checkpoints sur Instagram est quand même vraiment parlant. Parce que si vous pétez la feature, vous la reprodez dans la foulée et c'est pas grave. C'est très flexible comme intégration dans les applis. Alors, je pourrais vous montrer après dans le code, mais globalement, quand vous avez un composant React Native, il y a un système de event emitter qui permet de... C'est un peu comme un bus pour communiquer entre la partie native et la partie UI. Donc, par exemple, si vous faites une appli qui parle en Bluetooth Low Energy avec plein d'objets, etc., c'est très cohérent de faire la partie Bluetooth Low Energy en natif et d'exposer une interface et de faire des modules en React Native et de faire l'interface tout en React Native. Et à l'inverse, vous pouvez exposer des choses, donc exposer les méthodes de React Native, du module React Native vers le natif et les déclencher. Et vous pouvez aussi faire l'inverse, donc mettre des hooks dans l'autre sens pour pouvoir, je sais pas, par exemple, si vous voulez péter un toast Android ou faire des choses comme ça. Est-ce que c'est cool? Et si vous mettez à faire des composants un peu custom ou à faire vos deps vous-même, en fait, vous allez surtout taper sur ces interfaces-là. Et alors, il faut bien voir aussi un truc, par exemple, c'est que si vous voulez travailler sur l'interfaçage entre le natif et le React Native, chez Facebook, ils n'utilisent pas de Swift, d'accord? C'est interdit, Swift, c'est péché, on n'utilise pas Swift, on n'utilise que du PHP, du JS et de l'Objective-C, d'accord? Peut-être du Java, tu crois? Ouais, j'en sais rien. J'ai rien contre Java. Mais du coup, en fait, Facebook n'a jamais maintenu les interfaces entre Swift et React Native. Elles existent, mais elles sont faites par la communauté et elles sont plutôt mal documentées. Mais elles existent. C'est cool? Et quand vous allez utiliser les headers, en fait, vous allez utiliser les headers pour utiliser l'Objective-C en Swift. Donc c'est que des bindings de Swift vers Objective-C. Donc c'est très probable que l'interfaçage entre iOS et React Native vous le fassiez en Objective-C. Est-ce que c'est cool? Personne n'aime faire d'Objective-C. Ouais, on m'a critiqué pour ça récemment. Alors, c'est assez flexible, on peut facilement faire du code plateforme spécifique. Par exemple, tout fichier que vous avez, qui est donc en .js, si vous mettez ios.js, le packager, il va savoir qu'il faut le packager dans le bundle que pour iOS. Vous pouvez faire... D'accord. Vous allez pouvoir faire des switches au niveau du code, vous allez pouvoir faire des composants qui ne marchent que sur l'un ou que sur l'autre. C'est hyper flexible de faire du code spécifique. Même au niveau du style, donc les styles sont sandboxés, c'est pas du CSS. Et donc les styles, vous pouvez encore ici faire de l'iOS et de l'Android dedans. Et c'est assez pratique. Est-ce que c'est cool? C'est-à-dire que quand vous ciblez, en fait, vous allez pouvoir cibler iOS. C'est un écosystème qui est très dynamique et qui change tous les jours. Et il faut utiliser JS Coach pour s'y repérer. Est-ce que c'est cool? Vous voulez regarder un peu de code ou pas? Alors, c'est-à-dire que... C'est pour ça que j'ai fait plus de slides. C'est-à-dire que si tu fais pas souvent de l'Objective-C, du Swift et de l'Android, voir de l'Objective-C, du Swift, de l'Android et du JS dans les mêmes 10 minutes, ça peut piquer. Donc je me suis dit qu'on allait essayer de passer plus de temps sur les slides aujourd'hui. Alors... El Dictator Win, on n'a pas de trucs très très intéressants aujourd'hui hein, dans les commentaires. Vous n'êtes pas intéressant. Alors,
Est-ce qu'il y a des gens qui ont téléchargé l'application déjà? Non. Super honnête. En général, il y a 10 personnes qui le téléchargent sur 100. C'est quoi qu'on utilise pour projeter Android sur iOS? Je ne me rappelle plus. Demande à Siri. Hein? Visor, c'est ça. Merci. Heureusement qu'il y a des gens dans la pièce. Visor. Alors. Je vais vous montrer du coup mon téléphone directement. Ça, c'est l'appli que j'ai rebuildé du store ce matin. Il faut attendre un petit peu. Il ne démarre pas tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est le sample code d'une appli Android d'il y a 6 mois. Il change très fréquemment, mais d'il y a 6 mois, il marche bien. Et là, ici, on est donc dans du code qui est purement natif. D'accord? C'est cool? Je me tape une pub Deliveroo. Nickel. Ah! Ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas mon bundler qui tourne. Ben oui. Ah, il y a des gens qui suivent. Alors, je vais faire comme ça. Je ferai pas de live coding aujourd'hui. Alors. Sinon, on le fait entre nous? Attends. Bonjour. Alors, donc ça c'est l'appli React Native First, mais je voulais vous montrer l'appli Android Je First. préviens, je fais pas ça 15 minutes, hein, on fait le tour de rôle les mecs. Hein. De toute façon, on va vite se fatiguer tous ensemble à la fin, ils sont bored par le code. Non mais monte de l'objectif C, ça va les calmer. On commence par Android. Qui fait du Java du coup dans la pièce? Ça va, c'est un jug, hein, c'est ça? Attends, qui fait du Scala dans la pièce? Putain merde, normalement on est un Scala en couple les mecs. Non, allez, c'est pas grave. Vous n'avez pas le swag? Ah mais non. Scala and Whiskey Application Group. Alors, qu'est-ce que je faisais? Du coup, ici, on peut faire un yarn start et ça va nous démarrer un bundler. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Vous voyez pas grand-chose. Il y a clairement du rouge. Packager compte listen dans port 8.1. Vous m'aidez à débugger mon code? Eh mais en vrai, on peut pas faire la recopie de l'écran Retina? Ah si, c'est ça qu'il faut faire. Ah, on voit mieux déjà. Hein. Ouais. C'est quoi ça? Packager compte listen dans port 81. Bah non. 80-81 qui tourne, lol. Bah non, j'ai pas 80-81 qui tourne. Fais un netstat mon ANP. Attends, il dit fais LSOF il un machin chouette. On va tuer tout ça. Hein. Kill moi 9. C'est marrant, il te donne les trucs de sysadmin. Moi j'aurais fait un netstat perso. Hein. Le SOF dégueulasse quoi. Vas-y, liste open file sur le port 81, dégueulasse. Tuer. Je vais faire des. À chaque fois je tue un truc. Hop. LSOF. C'est bien? Ça a l'air propre ça. Je sais pas ce que j'ai tué par On contre. va killé des trucs actifs mais on sait pas quoi. Sun Proxy Admin. C'était peut-être important. Ah c'est le fameux Oraclefast. T'as pas testé Oraclefast dans l'après-midi pour rigoler? Je sais pas de ça moi. Je travaille pas dans la banque, t'es ouf ou quoi? Alors, je vais me faire défoncer pour avoir trollé fast. Alors, il faut pas oublier de faire un ADB reverse proxy machin chouette. Alors normalement vous n'êtes pas emmerdé à faire tout ça si vous faites du expo. Hein. Ça marche bien. Si vous faites expo, ça marche tout seul. Vous pouvez même le faire en Wi-Fi à distance dans la pièce. C'est cool. Et là, du coup, j'ai fait un reload. Alors, il n'y a pas les deux choses en même temps. Ça, c'est le bug que j'ai eu tout à l'heure. Hein. C'est chouette. Je vous invite à télécharger l'appli sur le store qui marche. D'accord? Pas celle que j'ai essayé de trafiquer. Mais globalement, du coup, ça ne marche pas. Hein. Vous voyez pas les gros plantages parce que je vous montre pas mon écran. J'ai retesté cette démo, il est foiré, c'est génial. Alors. T'as fait exprès de mettre une fenêtre dessus pour cacher ton écran. Ça marche bien. Hein. Et en vrai, cette démo-là ne marchera pas aujourd'hui. D'accord? Genre, je la débuggerai pas. Parce que j'ai essayé de passer de 0.42 à 0.49, mais en fait ça marche pas, il y a une dépendance, elle n'aime pas 0.48 déjà. Je suis redescendu en 0.48, ça marche pas, donc
Juste ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer toutes les autres démos, où je peux vous montrer au moins le code de celle-ci, qui est plutôt sympa. Alors, du coup, en fait, ce que vous auriez pu voir d'intéressant, vous voyez, c'est rouge, c'est que ça marche pas. C'est sûr, ça ne marchera pas. Ah, en plus, j'ai changé les versions, et donc du coup, je me rappelle, la version du moteur de React qui est buildée dans l'appli, c'est pas la même que celle qui fait le packager là en ce moment. C'est pour ça que ça marchera juste jamais. Parce que j'ai commencé avec la 0.49, etc. Ah ouais. Et attends, tu sais quoi? Si on fait un git checkout point, est-ce que vous dites git ou git? Est-ce que vous inventez avec des tabs ou avec des espaces? Qui invente avec des espaces? Qui invente avec des tabs? Pourquoi il y a la moitié qui ne se prononce pas? Le reste utilise Xcode, je ne sais pas. Attends, on va essayer de faire un yarn install. Attends, il y a encore des choses? Ah ouais, non, mais ça c'est au-dessus. Enfin, résultat, Non, non, ça va marcher. On va tester un petit yarn install. Qu'est-ce que je disais? Du coup... Non, j'ai tué le point lock, c'est bon. J'ai check out point. Alors, du coup, il va falloir refaire une 5 Gradle forcément. Ce qui est intéressant, en fait, si vous voulez, c'est que on a la React Route View. Ce code-là est relativement simple dans l'ensemble. On lui dit où est le bundle asset name. Donc ça, c'est comment retrouver le script dans ses assets. Et le JS main module name, c'est ce qui va aller demander à notre React packager. OK? Ensuite, il va charger tout ça et on rajoute des packages. Donc ça, c'est des modules natifs que j'ai codés en natif et qui s'interfacent avec React Native. Alors, forcément, show file de toResult 0.42. Waouh! Et en vrai, le truc qui écoutait sur 80-80, c'était sûrement mon VPN. On va tuer le VPN, les gars. Alors, on va lancer. Les gars et les filles, bien sûr. Tac, 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 on lui donne un nom, on démarre la React Route View et on lui donne la permission d'afficher des grosses erreurs rouges par-dessus, et seulement en dev et seulement si on est au-dessus de M. D'accord? Derrière, on va binder en fait tout le cycle de vie de l'activité et dans React Native, ça va fonctionner. Et là, en fait, dans le module React Native, on peut avoir une navigation. Tu t'es pété l'épaule en plus récemment. Dans le module React Native, on peut avoir une navigation, mais le module React Native, il prend toute la vue. Alors par exemple, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir Xcode, parce que Xcode, lui, il marche encore, je ne l'ai pas pété tout à l'heure. Test. Mais la démo sur Xcode est beaucoup plus rigolote. Par contre, c'est de l'objectif C et ça va piquer, je préviens. Alors... Je pose. On s'entend bien? On est content, tout ça? Ouais, de toute façon, j'ai un micro-cravate pour la captation. Est-ce que vous allez bien? Cool. C'est des projects, React Native Demo. Démo. CD. Hop. Alors, on peut pas aller voir iOS Objective-C First, par exemple, où on a fait des trucs. En fait, une fois, j'ai donné une formation d'une journée sur React Native. Ce que je savais pas, c'est que le mec était un fondu de PhoneGap et d'Ionic et il gérait le truc à fond et il savait faire du CSS, contrairement à moi. Et donc, tout ce que je savais faire en React Native, il disait, ouais, mais je sais le faire aussi sur Ionic. Forcément, parce que c'est un expert sur la techno. Si on se donne beaucoup de mal avec Ionic, on arrivera à faire aussi bien sur React Native. D'accord? C'est juste que faut se donner beaucoup de mal. Et il y a du boulot. Open point. Alors, si vous voulez voir un petit peu l'arborescence, alors je sais, j'ai du bleu sur du noir et vous voyez pas grand chose du coup. Mais on a notre module, non, on a un package.json à la racine et le projet iOS, en fait, il est dessous. Donc, si je fais un ls iOS, oui. Là, j'ai un projet avec un pod file classique. D'accord? Je vais faire un open sur le workspace, donc iOS oc first.exe workspace. Et c'est parti. Là, on démarre Xcode, que j'ai pas ouvert depuis un certain temps.
Non, on va pas installer les composants supplémentaires. Ah oui, en plus, j'ai rajouté des choses avec Alcatraz, donc mon Xcode n'est pas signé, tout ça. Oui, il stresse beaucoup. Il stresse beaucoup. Si, ça va marcher. Ça va marcher. Et alors, du coup, Android, pendant ce temps-là, pendant que Xcode démarre, il a l'air bien. Je vais le relancer, on sait jamais, peut-être que ça va marcher. D'accord? Avec un packager. Sinon, il va crier. Yarn, start. Hop, et Xcode, il est dans quel état? Il est parti aux olives, le Xcode. Je suis assez content, en vrai, s'il veut bien démarrer. Ah! La Rolling Ball of the Death! En même temps, on est concrètement là, mon Mac, il tourne Chrome, il fait la diffusion, il tourne Android Studio, et on lui demande Xcode en plus, il y a Atom, j'ai enlevé Slack, donc ça va mieux, il a 4 Go de RAM de plus. Ça... Clairement, on swap, d'accord? Soyons tolérants avec lui, il prend cher, d'accord? Alors, non, je défends pas Xcode, je défends mon Mac. Alors, ça c'est globalement, ça ressemble à un module en React Native. Et c'est assez fun. Cœur, cœur, KER, KER, ça veut dire cœur avec les doigts 2 fois, hein, c'est assez simple. Et donc ça, c'est tous des événements qui passent entre le React Native et entre le code Objective-C, d'accord? On voit que dalle. Tu vois que dalle, c'est assez normal. J'ai pas envie de voir plus en fait. Alors... Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que j'ai lancé un simulateur depuis React Native, d'accord? Et il n'utilise pas les mêmes versions que les mêmes simulateurs que mon Xcode. Donc là, mon Xcode, il n'a plus de simulateur. Il est vénère, il est content, franchement, c'est la soirée. Et je lance sur mon téléphone pour voir si mon Android marche encore et je vous montre si ça marche. J'aurais pu démarrer Xcode cet après-midi, mais je t'ai perdu dans des install. À côté, un Webpack qui marche, c'est un Webpack qui marche, tu vois. Non mais attendez, parce que avant d'avoir le React Packager, pour faire du React Native, les gens ils se tapaient des configs Webpack et ils mettaient un Webpack dev pour faire tourner tout ça. Donc moi je suis assez content hein, quand je fais du Webpack aujourd'hui de me dire qu'on n'a plus besoin de faire ça et avec Expo on n'a pas toutes ces emmerdes là. Comme il est dimmer, ah Android il marche aujourd'hui. Donc l'appli Android, je remonte à l'envers. Quand vous faites Enter the Cœur, globalement ici je vais charger un module, juste un bundle JS. Donc là ici on charge juste un bundle JS, d'accord? Et quand on fait des toasts, ça fait des toasts. Quand on fait cœur, ça fait des cœur. Et je peux faire next, et il y a encore des cœur, et j'ai synchro mon state avec Redux. Oh là là, truc de ouf. C'est-à-dire que si j'enlève un cœur là et que je reviens en arrière, alors j'ai tué l'ensemble du truc. Alors, c'est-à-dire que si vous voyez bien, ici, en fait, il faut utiliser la back navigation, parce que je n'ai pas rebranché le bouton back d'Android sur React Native. D'accord? Mais le cœur, il garde son état. Voilà, pour une feature qui sert à compter des cœurs, je suis très content d'avoir mis un store Redux, vous pouvez me croire. C'est des démos. Hein. Tac. Et alors, le bouton visite, il permet d'ouvrir un URL. Et figurez-vous qu'on n'ouvre pas un URL de la même façon sur Android que sur iOS. Donc, on est déjà sur un module. Et en vrai, ça marche tout simplement. Je suis assez content, en tant que développeur Android iOS, de l'avoir fait d'un coup. Est-ce que c'est cool? D'accord. En fait, là où ça devient intéressant, c'est qu'on fait Enter the Awesome. Parce que là, du coup, je me suis amusé. C'est-à-dire que vous avez en blanc tout autour, c'est une vraie activité native. Le bouton là, c'est le bouton qui est en bas. Donc celui-là, je vais cliquer avec la souris que vous voyez. Il est natif, il est dans Android natif. Et j'ai mis mes React Root View, je lui ai mis un vieux viewport à l'arrache n'importe comment en plein milieu. Et elle est là. Et en fait, elle se comporte. Et c'est là qu'on voit que le bouton là, il envoie un événement dans le React Native qui fait popper des cœurs. Et en fait, le bouton toast, c'est un événement qui est renvoyé sur le natif et qui demande à ce que l'activité native, elle fasse péter un toast. Je n'ai pas utilisé l'API React Native en fait. Est-ce que c'est pas cool? On peut voir l'interface là-dessus, sur la communication entre les deux? Le code? Alors. Non, mais si, t'as raison. Ça, c'est le. Donc.
Donc ça, c'est la Mixi Activity. Et tu vois qu'elle embarque le Mixi Package, d'accord, dans le React Instance Manager. Et alors, le Mixi Package, il est là. On a un Mixi Package qui rajoute Mixi Module. On est sur du gros lourd là comme code quand même. Alors, il y a un truc où on peut passer des constantes dans l'ensemble. Le curker event, c'est une constante. En fait, je passe le nom de l'événement curker en constante pour pas l'avoir en dur en string des deux côtés. Cette constante-là, je vais pouvoir la récupérer après. Et le add_react méthode me permet de dire que show, c'est une méthode que je peux exposer dans le JavaScript. C'est cool? Vous voulez voir le code JavaScript, du coup, bien sûr? Non? Je t'ai dit, au bout de 10 minutes, les gens ils fatiguent. Alors, curker, du coup, ici, donc c'est le composant curker qui est donc un HOC curker container qui est branché au store. Tac, tac, tac. Avec un énorme traitement dans le HOC qui fait un modulo 4. C'est hyper important, mais je voulais vraiment péter du lourd pour... ouais. Ici, j'ai récupéré Toast Android, qui est là, et qui vient de toast.js. Toast.js, on s'en fout de tout ça, fermez tout ça. Alors, toast.js, il est là. Et le toast.js, en gros, il va chercher native module. Alors, il console.log tout ça, parce qu'au début, je ne comprenais pas comment ça marchait. Et il me réexporte simplement le native module.android. Parce que je trouvais ça très stressant d'avoir des native modules. Je voulais avoir un import en JS un peu plus propre. C'est cool? Et ça, en fait, ça me permet d'appeler la méthode toast qui est dans l'Android natif. Voilà, c'est relativement simple. Alors, derrière, où est-ce qu'il revient l'événement? Ah oui, on a un dispatch increment curker qui, lui, fait l'inverse. Et on a, du coup, le Mixi ici qui va aller chercher Mixi module. Tac, tac, tac. Alors, curker, machin chouette. Curker, il est là. On le monte. Alors, quand on le monte, on va abonner sur le bus event emitter pour récupérer les événements curker. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré la constante qui venait du Mixi module pour le nom de l'événement. D'accord? Donc le Mixi, en fait, me redonne la constante et je peux écouter l'événement. Je rajoute mon listener et dans le listener, en fait, je vais appeler le dispatch qui m'a été donné via mon store. C'est clair ou pas? En vrai, ça a l'air compliqué, mais c'est simple. C'est simple. C'est peut-être parce que vous n'avez pas trop l'habitude de voir toujours ça. Et puis enfin, j'ai rajouté un curker press sur un bouton texte et un bouton view. Alors c'est rigolo, il ne voit pas le JavaScript là. Il ne voit pas le JSX. Ah oui, c'est normal. Alors je vais lui dire que c'est du JSX pour qu'il me le colore correctement. Donc là, voilà, au final, mon code, c'est juste un view. Ah, c'est quoi cette indentation? C'est dégueulasse. J'ai changé l'inter entre les projets, ça fait peur. Oh, c'est quoi ça? Bref, on va pas inventer le code maintenant. Ah, j'ai écrit un string en dur dans le JSX. Stressant ça aussi. Bref, je fais plus ça, je suis désolé. Mais globalement, il y a le onPress qui est là. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le texte a un onPress. Il a un onPress comme tous les boutons. Et on a un bouton à côté et on a un render toast. Alors ça, c'était avant que j'apprenne à faire des pure componentes ou des stateless componentes qui d'ailleurs sont plus performants en React 16. Et donc, je faisais des méthodes que je mettais là-dedans. Parce qu'en fait, avant, j'ai bouffé du Java et de l'Objective-C. Donc, je pensais que les objets, c'était cool. Voilà. Après, j'ai arrêté de faire ça. Et en fait, du jour au lendemain, on a arrêté de faire ça. Et render toast renvoie juste un bouton toast. Ah oui, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je teste si les toasts sont enabled. Parce que mon composant, il n'est peut-être pas branché, le script JS, il tourne peut-être pas il n'a peut-être pas été chargé dans un React View, dans un moteur où le package a été rajouté. Donc on vérifie que le package a été rajouté et on désactive la feature si le package Mixi module n'est pas là. Parce que quand vous êtes sur la vue de gauche, alors... Ah, c'est marrant, c'est ce que j'ai fait. Tac, quand vous êtes sur la vue là, c'est le Mixi module qui est embarqué. Le Mixi package. Mais quand vous êtes dans celle-là, le Mixi package, il n'est pas là et le toast, c'est le vrai toast. D'accord? Vous voyez l'idée à peu près? Mais c'est le même script JS qui tourne entre les deux et donc on teste si la feature elle est disponible, elle a été donnée par le natif. Voilà, voilà. Est-ce que c'est clair comme ça ou pas? Alors du coup, si je peux vous montrer la même chose sur iOS,
En vrai, c'est assez fun parce que c'est le même code qui tourne sur les deux. Il n'arrive pas à les voir. Donc, je vais vous montrer directement. Alors, là, j'ai un simulateur qui tourne avec une appli de démo qui ne va pas tourner parce que il lui faut le bon packager. Alors, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire pour ne pas me planter. On va faire cd points et cd React Native First. Alors, globalement, du coup, dans ce projet, j'ai plein d'applis. J'en ai 4, des samples. C'est pour ça que quand il faut faire des montées de version, je pleure. Et le code est dupliqué sur tous les samples. Toutes les applis React Native First, elles ressemblent à peu près à ça. C'est-à-dire que vous avez un SRC ici avec le code en JS et le module en JS. Vous avez un répertoire Android ici avec une appli Android en fait dedans qui fait rien à part péter le module en plein écran et une appli iOS ici qui fait rien à part péter le module en plein écran. D'accord? Et vous allez utiliser le build d'Android et le build d'iOS pour livrer les trucs sur les plateformes, machin chouette. Et au final, vous touchez que le SRC qui est là. Alors, chose de débutant aussi, je ne sais pas pourquoi les reducers sont à côté. Ça me paraît une très mauvaise idée là, spontanément. Et vous avez les node modules et un yarn lock, un package.json, tout ça. Vous avez les index iOS et index Android qui sont les racines en iOS et Android. Depuis Expo, plus personne ne fait ça. Hein, on n'a qu'un index. Je sais pas. En fait, ça ne m'a jamais servi. Typiquement, si je peux vous montrer le code qu'il y a dans index iOS et index Android, vous allez voir que c'est le même en fait. Genre, voilà, le même spontanément. Donc ça, c'est l'appli en Android First, l'appli React Native First ici, avec une arborescence comme ça, c'est plus simple. Sur index iOS, ce que je fais, c'est aller chercher app, je charge app et je l'enregistre en composant et je le balance. Index Android, on fait la même, et dans app, on va chercher les routeurs et les providers, etc. et on charge le app. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'en fait, index iOS, index Android ne sert à rien. On a des scènes. Les scènes, c'est un vocabulaire qu'on retrouve très souvent dans les démos et les codes, etc. Parce que sur Android, vous avez des activités et vous avez des fragments. Et sur iOS, vous avez des view controllers partout. Et les scènes, c'est ni l'un ni l'autre. Et du coup, c'était bien de les appeler pas contrôleurs, parce que c'est pas des contrôleurs. Et surtout, ça aurait pu porter à confusion. D'accord? Globalement, les scènes, c'est les trucs qui se mettent en plein écran et qu'on va descendre de haut en bas. Alors, on peut lui dire encore une fois que c'est du JSX pour avoir la coloration. Voilà, et ici vous pouvez voir encore donc, un composant qui est à côté qu'on a embarqué dans la vue. Comme je vous disais tout à l'heure, les composants les composants React, on peut les imbriquer les uns dans les autres, faire de la composition. Un bouton, du texte, des views, c'est génial, c'est pas des divs. Je suis assez content. Et du code en direct dans le JSX, on peut le faire. Oh, il y a même un var, ça aussi je fais plus. Hein. Ça c'est péché, hein, les var. Péché. Hein. Regardez, même il y a peut-être des gens qui ont remarqué que mon colorateur syntaxique met des emojis au lieu de colorer le code. C'est pour ça que là, il met un tourbillon en disant « Ah, c'est bizarre, c'est sale, c'est sale ». Et puis il met des étiquettes sur les classes et des joyaux sous les démos et des petits paquets autour des imports. Je suis assez content, ça m'a fait ma joie dans la journée. J'ai aussi un combo à côté qui me permet de savoir combien de temps j'ai tapé sans aller sur Facebook. C'est intéressant. Vous pouvez par exemple ici voir le code qui sert à ouvrir des URL. Donc c'est le composant linking. Le composant linking qu'on va aller importer depuis React Native. Les mecs de React Native sont hyper stressés sur la taille des packages. Je ne sais pas pourquoi. Donc ils ont complètement explosé la librairie de React Native en plein de petits morceaux. Alors, en vrai, il y a une bonne raison de le faire. C'est-à-dire que le moteur JavaScript que vous avez tourné dans React Native, il y a beaucoup de chances pour qu'il soit chargé au chargement de votre appli. Donc par exemple, si Instagram rajoute du React Native, ils vont devoir faire chauffer la machine au lancement d'Instagram. Et les gens qui bossent chez Instagram sont stressés par le temps de lancement de leur appli. Hein, sur Android, c'est un vrai sujet. Les grosses applis comme Square, etc., on utilise l'injection de dépendance pour réduire au plus le truc, machin chouette. Et les gens qui ont inventé des trucs énormes pour réduire le temps de lancement des applis. Même si 90% des développeurs qui ont des applis sur le store s'en foutent complètement. D'accord ? Et donc, du coup, 90% des développeurs s'en foutent d'embarquer des trucs un par un. Stylesheet, c'est le truc qui fait que le CSS est sandboxé. Dans l'ensemble, il est scopé, donc ça ne fout pas le bordel. Alors du coup, il y a un projet qui s'appelle React Native Web, qui pour moi est un troll. Hein. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment, mais clairement, je pense que ce n'est pas fait pour la prod. Mais en fait, c'est les gens qui se sont dit, vu que le système de CSS du web est dégueulasse, on pourrait faire que React Native rende du web, et comme ça, on aura un système de style scopé.
Je pense qu'après, ces gens-là ont inventé JSS, par exemple. Ils étaient dans le même trip et ils ont fait une soirée, ils ont fait JSS. C'est cool. C'est pas JSS, c'est trop bien. Ça... Moi, j'hallucine sur JSS. En fait, globalement, ça vous permet de décrire votre CSS en JS et de le scoper au niveau de chaque composant, chaque div, conteneur. Et du coup, il est rendu au runtime à ce niveau-là. Ça permet de plus préfixer son CSS comme un cochon. Vous voyez l'idée ou pas? Qui a dit c'est du SAS? Alors, je parle du préfixe des classes, d'accord? C'est-à-dire qu'ensuite, derrière, il va juste rajouter les classes et il va appeler toutes les classes conteneur 135, conteneur bidule chouette, etc. C'est propre et du coup, tu n'as jamais de clash entre ton CSS qui vient d'un endroit à un autre. Et ça ne le fait pas. On est d'accord? Ok. Et puis surtout, ça, c'est statique à la compilation, alors que JSS, il arrive au runtime n'importe comment. Et alors, du coup, s'il y avait du SAS, ça peut clasher. Voilà. En vrai, JSS, c'est bien. C'est bizarre. C'est bien. Alors du coup, avec Native Web, par contre, c'est un troll. Franchement, c'est un troll. Mais il y a des gens qui en ont fait. Il y a aussi React Native Windows Phone. Ça aussi, c'est un troll. Je crois que c'est... en vrai, c'est un vrai projet supporté par Microsoft, mais je ne sais pas pourquoi, parce que des Windows Phone, il n'y en a plus, quoi. Tac, 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 on a tout vu. Il y a l'I18N dans ce projet. Je ne sais pas trop pourquoi. On m'avait dit qu'on voulait faire un truc overkill, donc j'ai chargé les 18M. Le cœur reducer, donc on a un vrai reducer pour compter le nombre de cœurs. Ouais. On a même un store qui va chercher le reducer du cœur, tout ça c'est ouf. Store qui va chercher le cœur. Voilà, c'est horrible ce que j'ai dit. Voilà. Et on a un événement qui se dispatch, etc. C'est cool? Voilà. Bon, bah, tout ça c'est simple. Ah oui, pour le lancer. Du coup, en fait, quand tu veux le lancer, tu as une CLI, alors que tu n'utilises pas si tu utilises Expo, mais que tu peux utiliser. Alors, je tape à 2 doigts, c'est assez innovant. Run-iOS. Non, attends, j'ai tapé une commande, il y avait 10 caractères, ça va, je m'en sors. Et alors là, je suis là. Et alors là, vous appréciez la magie de XCTools. Oh, il y a des chances pour que... Voilà, ça c'est XCTools. Ah non, il avait caché les 3/4 du build, donc on est allé vite. Mais XCTools, c'est un truc de torture. Alors, qu'est-ce qui se passe là concrètement? C'est XCTools qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas de packager et qui est en train d'en péter un à côté. En général, quand il fait ça, il se rend compte qu'il y en avait déjà un qui tourne. Mais en vrai, j'y arrive là. Et là, il se rend compte qu'il y en avait déjà un qui tourne et ça pète. Ah, packager is ready. Il a chargé le truc. Ah, c'est le moment où ça va marcher, je vais être surpris. Et il en est où lui? Build suicide. Mais on est d'accord que mon simulateur est en PLS complet. Ah oui, il est en PLS complet. On va le tuer, dans le doute. Tuons le packager. Donc le packager, par contre, il n'y a pas besoin de le relancer à chaque fois. Normalement, il lance une fois. Vous pouvez le lancer dans Nuclid aussi, si vous voulez. Moi, j'aime bien le lancer dans Nuclid. Tac, tac, tac. Vous pouvez même l'avoir à distance, le packager, si vous voulez. Ça peut être cool. Si vous faites de l'intégration continue, vous allez pouvoir avoir un packager sur votre serveur Jenkins. Et là, est-ce qu'il va relancer un simulateur? Xcode est toujours dans les choux. Enfin, un update. Ah, c'est lui qu'on a tué tout à l'heure. Ah. On peut le tuer complètement. Alors non. Ouais, j'aurais pu faire rentrer. Et du coup, là, il démarre ou pas? Donc officiellement, mon Xcode est dans les choux aujourd'hui. Mais on peut faire react-native-run-android pour lancer la version Android. Alors la version Android, elle fait un peu stresser parce que si elle n'arrive pas à déployer, elle crash. Enfin, elle finit comme sur une erreur. Alors que la version iOS, comme vous avez pu le constater, elle a fait un build suicide, mais elle n'a rien déployé. Donc les mecs qui font les process de build sur les deux, ils n'étaient pas d'accord ce jour-là. Donc ça fait peur un peu, des fois, tu vois, tu fais « Ah putain, mon build il a craché », tu es en état stress, parce qu'en vrai, quand tu n'as pas l'habitude de faire du Gradle, quand le process de build il pète, tu dors pas bien, quoi.
Et on n'a pas besoin de relancer le packager parce que le packager c'est le même sur Android et sur iOS, vu que c'est une appli qui fait les deux. Et vous allez bien sûr vouloir voir Visor, qui a relancé une nouvelle appli. Cette appli est relativement boring parce qu'on n'a pas du coup le Mixi de tout à l'heure, on a juste le composant de navigation, avec toujours les cœurs et un store qui store l'état des cœurs, et ça c'est vachement swag, c'est inutile, mais on aime bien les cœurs. Vous remarquerez l'utilisation des cœurs avec des étoiles et pas de simple black red cœur. Et toujours le bouton visite qui marche. Voilà. Je serais très content de vous montrer ça sur iOS aussi, mais le simulateur n'a pas envie. Si vous voulez, on peut faire les choses. Hein? Tu peux balancer un événement secoue-moi dans ton simulateur? Bah, c'est mon téléphone en fait. Ah, c'est cool. Voilà. Ah oui, ah... Qu'est-ce qu'il me veut avec ce coup de téléphone là, alors, on peut recharger le script de force. Normalement, oui, si, en vrai, on se secoue tout le temps. Effectivement, vous avez l'air très très bête quand vous le secouez tout le temps. On a l'air con. Si vous utilisez c'est pour ça que c'est bien d'utiliser le simulateur d'iOS, parce que le simulateur d'iOS, il est bien bindé avec votre Mac et vous pouvez reload en faisant commande R. Pour l'écran. Non, je ne secoue pas ton écran. Pareil, si vous êtes sur n'importe où il y a un plafond pas aussi haut que ça, quand vous tapez une erreur, le plafond est rouge au-dessus de vous. Et donc tout le monde sait sur le plateau que vous avez niqué votre bundle. Et c'est chouette. Franchement, pour la socialisation des développeurs mobiles, c'est pas mal. On a plein de features à la con dans ce truc-là. Alors, il y a un truc génial, c'est que si tu le prends, tu le secoues, ça marche pas, il marchera pas, il a décidé qu'il veut pas marcher. T'as légèrement débranché ton câble, le packager est parti dans les choux. Alors, des fois, c'est juste Visor qui est mort. Mais moi, je l'ai pas sur l'écran non plus. Tu vois. Voilà. Donc, globalement, ah oui, tu as raison, carrément, le packager est dans les choux, clairement. Tac, qu'est-ce que j'allais dire? Vous pouvez, à ce moment-là, mettre en place du hot reload. Si vous faites de l'intégration, avoir le hot reload, c'est fun. Mais il remet toujours le bundle dans l'état par défaut. Vous perdez votre store à chaque fois. Et donc, ça peut être chiant. Tac. Voilà, c'est cool. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Je te sens chaud là. C'est quoi votre ressenti là ensemble? Vous avez l'impression que je vous ai montré une grosse usine à gaz, hein? Hein? Qu'est-ce que c'est cool de pas être dev mobile? Non mais en vrai, les trois quarts des devs mobiles, ce qu'ils font, c'est du Xcode. Alors attends, est-ce que mon Xcode est encore vivant? Ouais. Et donc les trois quarts des devs mobiles, ils font du clic-clic dans Storyboard. Voilà. Désolé de vous dire ça, mais on se fout de la gueule des devs PC Soft, mais les devs iOS, je peux le dire parce que je le fais plus. Alors, mais sinon en général, ils font des trucs comme ça. Alors ils font des clics, je peux pas le faire au touchpad, mais on fait des trucs comme ça là, on fait des bind, des choses comme ça là, ça a l'air cochon ça. Puis alors il y a aussi un moment où en fait il y a des gens qui ont appris à coder avant l'interface builder sur Android, et donc qui font tout en positionnement relatif un peu à la Qt. Je sais pas si vous avez déjà fait du Qt. Et alors moi du coup je suis né en 90, en fait genre je suis né après la chute du mur de Berlin, donc j'ai jamais appris à faire ça, j'ai jamais fait de Qt non plus, désolé pour les vieux. Et donc du coup quand j'arrive sur du code comme ça, mais j'ai les yeux qui saignent, c'est de l'objectif C qui est en code Qt, c'est horrible quoi. Désolé. Et là on a tout un système dans iOS, on a tout un système qui ressemble un peu à Masonry sur le web, avec des contraintes et un truc qu'on appelle auto-layout qui résout toutes les contraintes. Et ça permet de faire du responsive selon Apple. C'est un truc qu'il faut réfléchir. Les contraintes, en vrai, ça fait stresser. Flexbox, c'est simple à côté. Voilà. Bref, vous êtes fatigué aussi? Vous en avez eu assez? Vous voulez plus de code? Ouais. Expo, c'est bien quand même. Expo, en vrai, ça simplifie des caisses la vie. La prochaine fois, je ferai une démo avec Expo en plus. Ce serait pas mal. Mais en vrai, Expo, en vrai, non, on n'a pas besoin de se faire chier en fait. En fait, sur Expo, il y a une sandbox Expo, Snatch, je crois. Et ça marche tout seul. Et il y a même un truc, il y a un appetizer dedans, Expo Snack. Ah, snack. Je vais remettre la barre, parce que c'est relativement chiant quand elle se barre tout le temps. Toujours afficher la barre.
Alors, je ne sais pas trop pourquoi il voudrait que je me fasse chier à scanner un QR code, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et là, tu as Appetizer à côté, et donc tu as tout Expo qui marche comme ça directement. Si ça marche dans un navigateur, c'est que c'est léger, a priori. On n'a jamais vu Xcode qui marche dans un navigateur. Vous avez vu, on fait des vannes de très très haut niveau aujourd'hui. Hein. Là, on peut marquer par exemple point. Voilà. Ça me rassure, c'est aussi des gens qui ont écrit du... Ah, ils ont bloqué le commande S pour pas que tu sauvegardes la page. Parce que j'ai fait un commande S assez intuitivement et donc j'ai marqué point ici, la re-render dans l'appetizer à droite. Expo, ça a l'air plus simple, non? Là, spontanément, voilà. Donc la vie des devs dans Expo, ça ressemble plus à ça. Voilà, il a un symbole blanc et des assets JS. Et alors les style sheets, effectivement, ça ressemble à ça. En général, on les met à côté. On peut les mettre à côté. Mais sur des projets plus lourds que j'ai pu faire, on a tout embarqué à côté, comme on fait en CSS sur le web. On a tout séparé bien proprement. Et on a mis les style sheets à côté. On les a embarqués comme il fallait, avec des imports OS7. C'est cool? Bref. On va boire des verres après ou pas? On va boire des verres après. Est-ce que vous pouvez faire un rôti dans l'ensemble? Donc 1, je me suis particulièrement fait chier. 2, ça valait le coup, mais je suis pas sûr. Et 3, j'ai bien fait de venir. Ça va. Vous êtes fatigué, mais dans l'ensemble, il y a des gens qui sont contents quand même. Vous regrettez pas les deux. C'est cool. Ça marche. Merci beaucoup.